Salut les férus, la Saint-Valentin, Cupidon, d'où ça vient? Ce petit ange qui tire ses flèches à tout va dans le cœur de chacun? Et si, dans cet épisode, nous revenions sur l'origine de cette mythologie? Pourquoi aujourd'hui, cette fête du 14 février est-elle célébrée par presque tous les amoureux? Est-ce une fête uniquement commerciale ou y a-t-il une véritable légende derrière? Je suis Michael et aujourd'hui je te raconte tout ce qui entoure sur la Saint-Valentin. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Commençons par revenir aux sources, la mythologie grecque et romaine. Car avant d'être ce symbole espiègle qu'on associe à la fête des amoureux, Cupidon était étroitement lié à Eros, le dieu grec de l'amour et du désir. Dans la mythologie grecque, Eros est l'une des divinités primordiales. Selon certaines versions, il naît au tout début du cosmos, juste après le chaos. Ce Eros originel n'a rien d'un jeune garçon mignon et farceur. Il incarne une force cosmique, un élan vital qui unit les êtres et donne naissance à la vie. Plus tard, dans les récits classiques, Eros devient le fils d'Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté, et déploie une personnalité bien plus accessible, celle d'un dieu jouant un rôle actif dans les passions humaines. Armé de son arc et de ses flèches, il inspire l'amour irrésistible chez ceux qu'il touche. Eros n'est pas seulement une figure bienveillante, son pouvoir est ambigu. Il peut créer des amours sublimes, comme il peut provoquer des drames. Une flèche d'Eros peut unir deux âmes, mais elle peut aussi causer des amours non partagés ou impossibles. Mais parmi les récits les plus célèbres associés à Eros, celui de sa relation avec Psyché est une histoire fascinante. Psyché était une mortelle d'une beauté si éclatante qu'elle attirait la jalousie d'Aphrodite. Eros, envoyé par sa mère pour la punir, tombe lui-même amoureux de la jeune femme. Cette union, mise à rude épreuve par des épreuves imposées par Aphrodite, finit par triompher grâce à l'amour profond de Psyché pour Eros. Psyché est finalement élevé au rang des divinités, symbolisant l'idée que l'amour vrai peut transcender les épreuves. Eros, avec son arc et ses flèches, n'était pas seulement un dieu de l'amour, mais aussi un artisan du chaos émotionnel. L'une des histoires les plus célèbres est celle où il défie Apollon, le dieu des arts et des lumières. Alors qu'Apollon se moquait des talents d'Eros, ce dernier décrocha deux flèches, l'une dorée éveillant un amour ardent qu'il envoya sur Apollon, et l'autre en plomb, inspirant le dégoût qu'il tira sur la nymphe Daphné. Sous l'effet de la flèche dorée, Apollon tomba éperdument amoureux de Daphné, qui, sous l'influence du plomb, rejeta ses avances. Cette histoire met en lumière le pouvoir paradoxal d'Eros, capable d'unir autant que de séparer. Une autre légende fascinante concerne Médée. Eros, obéissant à Héra ou Aphrodite selon les récits, enflamma son cœur pour Jason, afin qu'elle l'aide dans sa quête de la toison d'or. Médée, sous l'emprise de cet amour magique, trahit sa famille et usa de ses talents de magicienne pour aider Jason, marquant ainsi l'un des récits les plus tumultueux de la mythologie grecque. Mais avec l'arrivée des Romains, Eros devient Cupidon. Ce changement ne se limite pas à un simple remplacement de nom, il s'agit d'une transformation culturelle. Cupidon est représenté comme un enfant espiègle et malicieux, souvent ailé, symbolisant une approche plus légère et romantique de l'amour. Cupidon, tout comme Eros, porte un arc et des flèches. Ces flèches dorées inspirent l'amour irrésistible, tandis que ces flèches de plomb provoquent l'indifférence ou le rejet. Ce détail est exactement le même que Eros. Mais dans les récits romains, Cupidon est souvent un fauteur de troubles. Ces flèches mènent à des amours imprévus, parfois drôles, parfois tragiques, mais toujours empreintes d'une forte émotion humaine. Pendant le Moyen-Âge, la figure de Cupidon s'intègre au cadre de la littérature courtoise, où l'amour devient une quête noble et idéalisée. Il est souvent évoqué dans les poèmes des troubadours qui le caractérisent tantôt comme un dieu cruel, tantôt comme un allié des amoureux.
Dans certains récits, Cupidon apparaît presque comme une force punitive. Les chevaliers et dames de la cour se retrouvent pris au piège d'amour non partagé ou impossible, symbolisant les souffrances du cœur humain. La Renaissance marque une véritable explosion de représentation de Cupidon dans l'art et la littérature. Reprenant les mythes de l'Antiquité, les artistes de cette époque célèbrent Cupidon dans des fresques, des tableaux et des sculptures, où il incarne à la fois le désir et l'innocence. Parmi les artistes qui ont représenté Cupidon pendant la période de la Renaissance, nous retrouvons Botticelli et Caravage. Mais au-delà de la figure mythologique, Cupidon devient une personnification de l'amour lui-même. La Renaissance, avec son retour aux valeurs humanistes, renforce l'idée que l'amour est une force qui transcende les classes sociales, les cultures et même les époques. Au cours des siècles, la Saint-Valentin s'est transformée en une célébration où tradition populaire, d'art et commerce se croisent pour donner naissance à une fête universelle. Mais cette évolution n'a pas été linéaire. Mais l'essor de la fête de la Saint-Valentin est en grande partie lié à l'invention de l'imprimerie. Au XVe siècle, les cartes de vœux, parfois ornées de dessins de Cupidon ou accompagnées de vers poétiques, deviennent plus accessibles à la population. Ces cartes, appelées Valentines, marquent un tournant dans la manière de célébrer l'amour. Elles sont à la fois un cadeau sentimental et un support artistique. Les échanges culturels entre l'Europe et le Nouveau Monde jouent également un rôle crucial. Lorsque les colons européens emportent leurs traditions avec eux, ils introduisent la Saint-Valentin en Amérique, où elle s'adapte aux coutumes locales. La fête commence ainsi à transcender les frontières tout en s'imprégnant des caractéristiques propres à chaque culture. Avec la révolution industrielle, la production de cartes de Saint-Valentin se mécanise, rendant ces gestes d'affection accessibles à un public beaucoup plus large. Les entreprises spécialisées, notamment en Angleterre et aux États-Unis, voient dans cette fête une opportunité lucrative. Par exemple, dans les années 1840, Heather Holland, surnommée la mère de la Saint-Valentin américaine, commence à produire en masse des cartes décorées de dentelles et de rubans. Ce modèle de production annonce l'ère de la Saint-Valentin moderne, où le geste romantique se conjugue avec des considérations commerciales. C'est dans ce contexte que la Saint-Valentin commence à évoluer vers une fête universelle, marquée non seulement par l'échange de mots doux, mais aussi par des cadeaux, des fleurs et bien d'autres expressions d'amour. Cette transition vers la modernité soulève aussi des débats, fêtes sincères ou instruments de consommation. Le XXe siècle marque un tournant décisif avec l'implication massive des grandes entreprises dans la fête. Les chocolatiers comme Hershey aux États-Unis et Cadbury en Angleterre ont vu la Saint-Valentin comme une opportunité idéale pour promouvoir leurs produits. Les fleuristes et les bijoutiers de leur côté ont popularisé l'idée que l'amour se mesure à la valeur des cadeaux offerts. La montée de la publicité, en particulier après la Seconde Guerre mondiale, a renforcé cette tendance. Des slogans tels que « Dites-le avec des fleurs » ou « Montrez votre amour avec ce gros diamant » ont ancré l'idée qu'un cadeau recommandé était le reflet d'un amour sincère. Cette stratégie marketing a été particulièrement efficace, notamment grâce aux médias de masse, comme la radio, la télévision et bien plus récemment, Internet. Aujourd'hui, la Saint-Valentin est célébrée dans de nombreux pays, souvent avec des variations culturelles. Au Japon, par exemple, ce sont les femmes qui offrent des chocolats aux hommes le 14 février, tandis qu'un mois plus tard, le 14 mars, les hommes leur rendent l'appareil lors du White Day. En Amérique latine, la fête s'étend parfois pour inclure l'amitié et non seulement l'amour romantique. Mais la Saint-Valentin suscite des avis divergents. Certains y voient une fête purement commerciale, encouragée par les entreprises pour maximiser les profits. D'autres cependant considèrent qu'elle reste une occasion spéciale pour exprimer des sentiments souvent oubliés dans le tourbillon du quotidien. Qu'elle soit perçue comme une opportunité de consommation ou une célébration sincère, la Saint-Valentin continue de captiver des millions de personnes chaque année. Et au-delà des cadeaux, elle rappelle peut-être l'essentiel, l'importance de prendre un moment pour célébrer l'amour, sous toutes ses formes. Et toi, que penses-tu réellement de la Saint-Valentin? Commerciale ou sincère? N'hésite pas à venir me le dire dans les commentaires. Nous sommes à la fin de l'épisode, j'espère que ça vous a plu.
N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à partager. C'était Michael et je vous dis ciao.